Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir un grand monsieur. Il fait ça depuis très longtemps. J'avais 8 ans quand vous avez commencé sur Nostalgie. C'est Brice de Passe. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va plus pas. Vous faites penser à ce que m'a dit un jour Jean d'Ormesson, mais il y a très longtemps. Il me disait, au départ, les femmes me disaient, j'aime beaucoup ce que vous faites. Puis on m'a dit, avec le temps, ma mère aime ce que vous faites. Et maintenant, on me dit, ma grand-mère adore ce que vous Vous faites. faites ça depuis tellement longtemps. Donc vous êtes à la radio, vous savez, vous êtes auteur de livres aussi. Oui. Vous êtes à la télé aussi. Oui. Vous faites plein de choses. Moi, ma première question, elle est simple. J'ai vu plein de choses sur vous. Vous avez déjà raconté pas mal votre histoire, etc. Mais c'était quoi votre premier rêve quand vous étiez petit? C'était quoi votre rêve? J'en avais pas. Aucun. Ça m'a longtemps interpellé d'ailleurs. Quand que j'étais à 6 mois de terminer mes études d'humanité, je ne savais même pas ce que j'allais faire à l'université. Je n'avais pas encore décidé de ce que j'allais faire. Mais il y avait une chose qui me passionnait depuis mes 10-11 ans. Je ne sais pas exactement en quelle année les Beatles me sont tombés dessus, mais c'est la musique. Vraiment, la musique et le cinéma. J'avais une fascination pour ces deux arts, hein, puisque c'est de l'art, même si on dit que la chanson est un art mineur, mais de toute façon, j'aime la musique sous toutes ses formes. Ok. Et quand vous savez pas ce que vous voulez faire, vous tombez amoureux de la musique, vous avez fait des études de droit, je crois. Oui, c'est ça, oui. Comment est-ce qu'on fait des études de droit en aimant les Beatles? On termine par faire de la radio. Ah, mais c'est bien après mes études que j'ai fini par faire de la radio en tant que professionnel. Alors, j'ai eu la chance de rentrer à l'université en 1980. Et en 80, c'était les premières radios libres. Et les radios libres s'ouvraient... On l'a remarqué, ça, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Namur, c'était les étudiants, en fait, qui allaient animer leurs petites émissions avec leurs disques sous le bras. Et j'ai découvert ce truc absolument fascinant, parce que moi, j'écoutais la radio depuis tout petit, la radio en longues ondes, et puisqu'il y avait que 2 radios en FM, dont une classique, donc ça ne nous intéressait pas prodigieusement. Et là, on n'imaginait jamais faire de la radio un jour. Les micros, ils étaient très rares. C'est vrai que ça pouvait être une fascination, un rêve, mais il fallait habiter Bruxelles. Moi, j'habitais Binche, donc on n'avait pas vraiment de proximité avec la radio. Et puis tout à coup, on apprend avec la radio libre qu'il y a des radios dans toutes les villes et qu'on a des copains qui font de la radio. Ça absolument fou, on les croit pas. Et puis, mais si, t'as qu'à écouter. Puis on va au-dessus du 100 sur la bande FM où il y avait jamais rien eu jusque-là. Et puis on entend des radios, on n'était même pas au courant. Et puis on entend le copain. Et puis le week-end suivant, je vais dans sa radio avec mes disques sous le bras. Je rencontre un type qui me dit, OK, tu commences la semaine prochaine. Sans même m'avoir entendu. Comment est-ce que j'aurais fait un essai? J'avais jamais fait de radio avant, donc et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio libre, évidemment en tant qu'amateur, étudiant, donc ce qu'on appelait les radioteurs à l'époque, à l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que je sois trop impliqué dans le mouvement étudiant pour continuer. J'ai arrêté et puis j'ai repris comme professionnel très très tardivement, à la fin des années 90. Et comment ça vous arrive de commencer comme professionnel à la radio? Oh, parce que j'étais entre-temps, après mes études de droit, j'étais devenu producteur, éditeur, donc j'étais vraiment dans le show business. C'est peut-être ça qui m'apporte une approche différente quand je raconte les histoires d'artistes. C'est parce que j'ai vécu avec des artistes, j'ai vécu avec de très nombreux artistes qui n'étaient pas connus, puis qui ont connu la gloire. J'ai vu comment ça se passait. J'ai connu les salles vides aussi. J'ai tout connu. Les numéros 1, les flops, Ça fait plus de 20 ans. les artistes dont personne ne veut, et puis tout à coup tout le monde les veut. C'est des choses évidemment qui sont, même si j'ai pas vécu ça avec David Bowie ou avec les Rolling Stones, avec Michel Polnareff, je devine ce qu'ils ont ressenti. Peut-être que ça me donne un angle différent. Et après avoir été producteur pendant des années, malheureusement, mon entreprise a déposé le bilan. Et comme je m'y connaissais beaucoup en musique et en humour, il y avait une radio
d'humour et de musique qui se lançait en Belgique. Et je suis rentré je me suis pointé là-bas, je suis rentré comme directeur d'antenne. Donc voilà. Simplement. Oui. Aussi simple que ça. Voilà. Et comment est-ce qu'on c'est une question que je me suis posée, quand on va faire de la radio, parler, raconter des histoires, parce qu'on les vit de façon différente, des fois on est à l'aise d'en parler devant une personne. Est-ce que vous êtes directement senti à l'aise avec l'idée de parler à du monde, de savoir que vous allez être écouté par plusieurs personnes? C'est pas la même chose que de parler quand on est étudiant Non. dans sa radio avec ses amis. C'est vraiment Oui. professionnel, c'est un métier. Comment est-ce qu'on se dit, ok, je pense que je peux le faire, parler à tous ces gens, raconter ces histoires-là, etc. C'est vrai que c'est radicalement différent parce qu'on peut être dans le métier et passer à l'antenne, ça, c'est tout autre chose. Moi, j'accompagnais mes artistes partout. On faisait des journaux télévisés, ils participaient aux plus grandes émissions de variété de France et de Belgique. Donc, on était dans les coulisses. Mais se retrouver devant la caméra ou devant le micro, ça, c'est autre chose. Je pense que c'est l'avantage d'avoir fait de la radio libre en étant jeune. J'ai pas vraiment de souvenir de la première fois où je l'ai fait. C'était en direct, ça c'est vrai. Je venais en direct commenter les programmes télé du soir tous les matins. C'était une petite radio, c'était professionnel, mais c'était une petite radio. Puis rapidement, ça s'est professionnalisé avec les fusions de radio. Là, je me suis retrouvé en réseau et je sais pas, c'est vrai que c'est venu spontanément. Maintenant, j'étais pas aussi au point qu'aujourd'hui à ce moment-là, et je suis très content que personne ne m'ait enregistré à l'époque. et je crois que le ton, il n'y a pas d'école pour ça en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques cours qui se donnent dans certaines écoles supérieures ou universités, mais il n'y a pas vraiment un gars qui vous explique comment il faut faire. Et généralement, alors mes excuses auprès du corps enseignant qui m'entend, mais généralement, ceux qui enseignent ne sont pas ceux qui ont le plus, entre guillemets, réussi dans le métier parce qu'ils sont très pris. Et donc, si on leur demande de donner, ça devient l'idée de personne de leur demander de donner cours. Donc, c'est vrai qu'il y a personne qui m'a guidé pour me dire tu dois faire ceci comme ça ou comme ça. Et j'ai tâtonné, j'ai fini par comprendre avec les années ce qu'il fallait faire pour capter l'attention des gens, même si j'ai pas de recette, c'est venu spontanément. Ouais, ok. Là, maintenant, vous êtes beaucoup plus rodé. Ça fait donc on sait maintenant la story sur Nostalgie, ça fait plus de 20 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les rares personnes qui n'auraient jamais, en 20 ans, entendu votre émission, ça parle de quoi? C'est quoi la story? Alors, c'est très simple. Ça s'appelle La Story, donc je raconte des histoires. Voilà, je raconte des histoires, généralement, alors principalement sur le showbiz, donc la chanson, la musique, mais aussi le cinéma. Et alors, depuis 2 ans maintenant, dans la matinale, j'ai une rubrique à 2 reprises. Je prends la date du jour et je raconte une histoire qui s'est passée à la même date, mais une année différente. Donc, ça peut être aussi bien la bataille de Marathon Oui. que le premier SMS, ce genre de choses. Je suis passionné de musique, donc moi j'adore. Oui. 5 parties sur Michael Jackson dans les années 80, c'est incroyable. Quincy Jones, c'est incroyable. Moi j'adore les grandes histoires. Comment est-ce qu'après 20 ans, je suppose qu'au début on a des idées d'histoire, etc. Comment est-ce que après 20 ans vous travaillez encore toutes ces émissions, enfin, vous avez encore autant d'idées? Est-ce qu'il y a tant d'histoires que ça dans la musique? Oui. Alors, il y en a énormément, mais vous faites bien de dire il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, on n'avait pas toutes les sources dont on dispose aujourd'hui parce que la pop culture n'était pas encore aussi ancrée qu'elle l'est maintenant. Donc ça veut dire que quand on sortait un livre sur la musique, il se vendait pas. C'était connu, hein. Si tu fais un livre sur la musique ou le cinéma, il se vendra pas. Aujourd'hui, ça se vend, il y a un public pour ça. Il y a de plus en plus d'artistes qui ont avec les années publié leur autobiographie, de plus en plus de bios sur eux qui sont sortis et il y a de plus en plus de rubriques à la télé, dans les journaux. Tout le monde fait ça. Même le JT de France 2 fait ça aujourd'hui. Le week-end, il y a De La Housse, son samedi et son dimanche à partir de 20h30. Il ne parle plus que de ça. C'était inimaginable, ça, il y a 20 ans. Donc, les sources se sont multipliées, sont devenues beaucoup plus sérieuses. C'est vrai qu'on se les racontait un jour. Philippe Manœuvre, il n'y a pas pensé, mais il y a des années, je lui dis, mais tu te rends compte que dans les années 80, 90, pour les autres journalistes, on était des clowns, nous, puisque nous, on parlait de la musique pop, on parlait du rock, c'était rien. Aujourd'hui, ça fait partie de la culture, et pour certains, ça fait même partie de l'histoire. Ça a tout changé dans l'approche. Et
Et ça a créé non seulement une attente du public pour ces chansons qui font aujourd'hui partie de la culture. Avant, c'était la musique classique qui faisait partie de la culture. Aujourd'hui, c'est la chanson. Je me souviens, il y a 50 ans, quand j'étais fan des Beatles, ça faisait rire les parents, parce que les parents disaient oui, mais tes Beatles et Led Zeppelin, dans 50 ans, plus personne n'écoutera ça. Et nous, on leur répondait, mais non, ça sera la musique classique du futur. D'un futur auquel on croirait qu'on n'arriverait jamais dans 50 ans. Ben aujourd'hui, on est dans 50 ans et en effet, aujourd'hui, c'est une référence. On n'aurait jamais imaginé le président des États-Unis qui passe une soirée d'honneur avec Led Zeppelin, quoi. Et on a vu ça sur toutes les chaînes de télévision, Barack Obama avec eux. Et et il y a 50 ans, c'était Richard Nixon qui recevait Elvis Presley et qu'une fois qu'il était sorti de son bureau, il disait mais quel con. Et il avait dû le subir parce que c'était juste un gars qui chantait des chansons, c'était rien. Et là, comme pour ces anecdotes, ça fait très longtemps, vous découvrez toujours plein d'histoires, etc. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir avec toutes ces histoires? Ah oui, évidemment. Le plaisir, c'est d'en découvrir, de se poser la question, de savoir, finalement, comme tous les historiens, à propos d'un Napoléon ou d'un Jules César, est-ce que ce que je lis est vraiment arrivé? Donc on se pose vraiment des questions d'universitaires sur ce qui s'est passé pour Freddie Mercury ou Johnny Hallyday. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'est pas lui qui raconte des histoires? Donc l'exactitude des sources, de les recouper, ou alors est-ce qu'il vaut mieux raconter la légende? Est-ce que c'est finalement pas plus beau? Et puis des histoires qui apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous tombez sur un copain que vous n'avez plus vu depuis une vingtaine d'années, il vous raconte... vous étiez tout petit il y a une vingtaine d'années. J'ai plein de copains que j'ai plus vu. Ils vont vous raconter des histoires dont vous ne vous souvenez plus. Ils sont donc les détenteurs d'une partie de votre vie. Et donc les artistes, ils ont beau raconter leurs histoires, on remarque très vite qu'ils vont toujours raconter la même. Donc le courant du cerveau prend l'habitude de passer toujours des mêmes endroits et il laisse tomber d'autres endroits qui restent, voilà, ils sont plus jamais consultés. Puis tout à coup surgit un gars qui dit mais moi j'étais là. Alors quand ça ne nous concerne que nous, ça n'intéresse que nous. Mais quand ça concerne un artiste que le monde entier connaît et qu'il y a un gars qu'on n'a jamais été interviewé qui vient raconter une histoire, c'est juste fabuleux. Je me souviens d'une anecdote. J'étais en train de réaliser un reportage télé sur les Rolling Stones. Et en même temps sur Claude François. Donc tous les artistes que je rencontrais de variété, je leur posais des questions. Je me disais, on va voir s'ils ont connu Claude François. Ils vont peut-être me sortir une histoire. Et aussi sur les Rolling Stones. Et je pose la question à Patrick Bruel. Il venait de sortir un film. Et il me dit, c'est marrant. Il dit, les Rolling Stones, c'est mon premier concert et c'est ici à Forêt Nationale. Je dis, c'est de Paris. Il dit, oui, j'avais 15 ans, c'était en 73, c'est le fameux concert interdit des Rolling Stones où ils ne pouvaient plus rentrer en France à peine de se faire arrêter. Donc ils avaient donné 2 concerts à Forêt Nationale, un l'après-midi pour les Français, le soir pour les Belges. Et le groupe RTL France avait affrété des trains et des cars pour faire monter les Français à Bruxelles, de manière encadrée. Et Patrick me dit, mais c'était tout simple. Il dit, j'ai payé 50 francs français et on a été encadré de Paris. Il dit, évidemment, j'ai raconté à ma mère que je logeais chez un copain à Paris et je me suis retrouvé, il dit, à Forêt Nationale, mais on n'avait jamais vu une salle comme ça en France. Et c'est vrai, il n'y avait pas de salle comme ça en France. Aucune de 7000 sièges comme celle qu'il y avait en Belgique. Il dit, non seulement je me retrouve dans une salle pareille, mais en plus, je vois les Rolling Stones, et c'est mon premier concert de rock. Il n'y avait plus jamais pensé à ce moment-là. Il ne l'avait jamais raconté. Mais à partir de ce moment-là, évidemment, il l'a raconté partout où il est passé. Il a commencé à raconter le truc. Donc, c'est une manière de dire que oui, il y a des histoires complètement inédites qui traînent encore, et parfois qui sont prodigieuses, qui traînent encore à droite, à gauche, parce que c'est comme un tableau. C'est comme un tableau de la Renaissance qui traîne dans des familles depuis 500 ans et que les gens savent même pas que c'est un Raphaël ou que c'est une toile d'un grand maître. Elle a toujours été là, elle a été transmise. Et donc c'est caché jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui arrive et qui dit
Voilà, je parlais du premier SMS. Ouais. Le mec qui a envoyé le premier SMS et qui est donc le co-inventeur ne l'avait raconté à personne et il avait fini par l'oublier jusqu'au moment où les gars de la BBC l'ont retrouvé, ont trouvé que c'était lui et l'ont appelé en disant « Dites, il y a 20 ans, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai envoyé le premier SMS. » Le gars, donc, forcément, ne l'avait raconté à personne parce que c'était un moment de sa vie comme ça. Et il a envoyé le tout premier SMS au patron de la boîte Vodafone pour laquelle il travaillait. Juste incroyable. Il a oublié Donc ça. voilà comment des histoires restent. Et c'est ça qui est passionnant. Et je pense que c'est ça aussi qui passionne les historiens, de retrouver des choses qui n'ont plus été vues, parfois depuis des siècles ou des millénaires, et de se dire, tiens, on croyait que la première ville remontait à 6000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a quelques années, il y a des types qui ont découvert une ville qui date d'il y a 11 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça qui est formidable. Heureusement qu'on a encore des belles histoires qui arrivent. Et avec tout ça, toutes ces connaissances, toute cette musique déjà écoutée, je sais que le rock'n'roll a une grande place pour vous Oui. dans votre cœur. Quelle place a la musique actuelle dans votre vie? Est-ce que vous écoutez encore beaucoup de ce qui se fait maintenant? Est-ce que... Non, c'est bon. Non, alors je n'en écoute pas autant parce qu'une bonne partie de la musique d'aujourd'hui ne me correspond plus. Non pas que je suis devenu un vieux con, parce que franchement, avec mon plus jeune fils de 20 ans, qui n'écoute pas la musique d'aujourd'hui non plus, il me dit « T'as vu ce qui sort ?» Je dis « Attends, je vais te montrer alors ce qui sort aujourd'hui. » Je lui ai fait écouter quelques trucs de rock'n'roll, évidemment, qui sont sortis aujourd'hui et qu'il a mis dans ses playlists. Mais ça prouve qu'il y a plus... La musique d'aujourd'hui ne génère plus les mêmes passions qu'à l'époque. C'est-à-dire que, oui, il y a toujours un engouement pour les artistes d'aujourd'hui, du jeune public, c'est une évidence, mais c'est plus pour les mêmes raisons. Dans les années 60, 70, 80, jusqu'au début des années 90, c'est ce que je raconte toujours, qu'est-ce qui fait la différence avec les artistes de cette époque et d'aujourd'hui? C'est que pour réussir à cette époque-là, on était obligé de faire autre chose que les autres. Il fallait être original, sinon c'était mort. On était, comme on disait à l'époque, au début de Coldplay, par exemple, c'est du sous U2, c'est telle chanteuse, c'est du sous Céline Dion, c'est du sous Beatles, c'est du sous Rolling Stones. Donc, c'était moins bien. Ils avaient beau avoir le même savoir-faire, c'était moins bien. Ils arrivaient après. On était condamnés et pourquoi? Eh bien aussi parce qu'il fallait avoir de bonnes critiques dans la presse écrite à l'époque si on voulait vendre du disque. Et pour des journalistes, il fallait donc faire preuve d'originalité, d'ouvrir de nouveaux horizons dans la musique. Ça change tout au problème. Bien sûr qu'il y avait des tas de gars qui faisaient de la musique selon des recettes qui étaient éprouvées. À la Motown, on a connu le disco aussi. Mais la grosse différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique sa musique chez soi. Donc, on recopie des sons existants. À l'époque, on recopiait une recette existante. Tout le monde faisait le même disco. On savait comment il fallait faire du disco. Mais les instruments étaient différents. Et les gars qui jouaient, ils avaient chacun leur manière de jouer. Donc, la recette avait beau être la même, ça sonnait de manière différente. Aujourd'hui, la production pop, donc pop dance, c'est condamné à sonner de la même manière parce qu'on utilise les mêmes recettes que ce qui marche. On arrive sur le marché non pas pour proposer quelque chose de nouveau, on arrive pour avoir du succès. Bien sûr que les autres voulaient avoir du succès, mais en faisant quelque chose de nouveau, ils prenaient un risque énorme et ça arrivait tout le temps. C'est-à-dire que personne ne se retourne de vous parce que ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas du tout. Mais parfois, ça plaisait à une minorité, qui étaient des journalistes. Donc, on devenait un artiste culte. C'est le cas du Velvet Underground avec Lou Reed. Personne aujourd'hui n'entendrait parler du Velvet Underground. Pourquoi? Parce que le Velvet n'a pas vendu. Tout le monde connaît l'album à la banane. Ce disque s'est pas vendu à l'époque. David Bowie, quand il a fait sa fameuse trilogie berlinoise, dont tous les chroniqueurs aujourd'hui parlent, ils font la trilogie berlinoise de David Bowie. Il vendait plus un disque parce qu'il avait changé radicalement à nouveau de musique et surtout il avait choisi un créneau qui ça passait pas à la radio, c'était compliqué quoi. C'était vraiment des disques très compliqués, mais il avait de superbes critiques partout. Et donc on disait, t'as écouté David Bowie, c'est génial ce qu'il fait maintenant. Et donc il y avait une aura autour de lui. Aujourd'hui, à l'époque du clic
et du jam, on va voir, David Bowie aurait sorti Heroes, il aurait eu 3 jams et demi en dessous, et qu'est-ce que tout le monde aurait dit? C'est de la merde, c'est pas bon, parce qu'il a eu 3 jams et demi. Mais non, c'était génial, et tout le monde s'accorde à le dire, c'était fabuleux, mais il n'y avait pas le goût du grand public. Aujourd'hui, on ramène, c'est ce que j'appelle la génération du compteur, c'est-à-dire avec un M et un P, c'est-à-dire que tout le monde, sans exception, et c'est humain, on ne peut pas s'empêcher de regarder combien de vues il a, combien de j'aime il a, combien de followers il a. Même si on sait que la moitié triche comme c'est pas permis, eh ben on regarde quand même. Ouais. Et en fonction, on se dit, ah oui, donc c'est que ça doit être bien. Et surtout, si le gars n'a pas grand-chose, il n'a aucune chance. C'est très grave parce que prendra du la temps, quantité a pris le pas sur la qualité. Et les journalistes, en premier, commettent ce genre de... c'est horrible aujourd'hui quand les journalistes parlent le lendemain d'un programme télé, ils disent combien il a fait de plus que la chaîne d'à côté, ce qui en soi ne serait pas très grave. Mais j'ai beau chercher dans l'article, le gars ne me dit pas si l'émission était bonne. Ça l'intéresse pas. C'est vrai. Ce qui l'intéresse, c'est combien il a fait. Et alors, s'il a eu ne fût-ce que 10% de plus, on voit le titre, hein, il a écrasé l'émission qu'il y avait sur la chaîne. Écrasé. Mais il a fait juste 10% de plus. C'est triste. C'est vraiment triste. Alors, il faut pas s'étonner que les artistes, en tout cas les musiciens, aient perdu ce côté sacré qu'il y avait avant. Parce qu'en plus, ce qui le rendait d'autant plus sacré, c'est qu'acheter les disques, ça coûtait cher. Donc, on n'en avait pas beaucoup. Donc, on les écoutait beaucoup. Donc, ils avaient une place bien plus importante dans notre vie qu'aujourd'hui, où on a à peine commencé à écouter un titre que Spotify ou YouTube nous en propose déjà un autre. Donc, on passe sur l'autre. On va d'un à l'autre. Mais moi, c'est plus ça qui me... Je sais pas si forcément c'est la créativité. Je sais qu'il y a encore des gens qui essaient de créer quelque chose, malgré que c'est des sons qui existent déjà. Je sais qu'il y a quand même, pour certains, une recherche de création, mais moi, ce qui est le plus difficile, c'est déjà que beaucoup du public est tourné vers des chiffres. On a inventé même la midweek, donc on a les ventes de chaque semaine, mais maintenant on a même la vente midweek, la vente stream 24 heures. Or qu'avant on n'avait pas accès à ces informations-là. Maintenant c'est des informations sur des comptes qui explosent parce que tout le monde veut voir les chiffres. Et puis surtout c'est la quantité de musique. Moi je reste jeune, mais pourtant je sais que j'ai pu m'accrocher à des albums, à des histoires, à des artistes parce que j'avais du temps. Je devais réécouter le même CD, je devais réécouter. J'avais le temps que ça évolue, de le consommer plusieurs fois. Là même si j'essaie, il y a tellement de choses qui arrivent que au pire, j'arrive à écouter 3 fois le même album, après je peux plus l'écouter parce qu'il y a déjà 26 albums qui sont sortis. Et là, du coup, c'est plus la quantité, moi, qui me surprend. Il y a eu l'info qui était sortie qu'en un mois ou en une semaine, il y avait eu plus d'albums cette année que sur toute l'année 1984. En une semaine, je crois. Et je me dis, mais c'est une quantité... Ah, c'est phénoménal parce que tout le monde peut produire aujourd'hui, hein, chez soi, et avec l'intelligence artificielle, ça va évidemment pas aider. Non, ça va pas aider du tout. Produire chez soi, poster soi-même son album, faire sa petite pochette avec l'aide de l'intelligence artificielle, donc on peut faire de très belles pochettes aujourd'hui. Donc avoir tout le marketing qu'il peut y avoir sur une major company, et donc tout ça arrose, et en même temps, grâce aux plateformes de streaming, c'est comme si dans les années 80 et 90, on était rentré dans un magasin de disques et que tout le magasin était à vous, quoi. C'est ça qui est fabuleux. C'est comme si on avait vécu à la médiathèque. J'habite là, je peux prendre tout ce que je veux et écouter tout. Alors forcément, on devient fou, c'est légitime. C'est vrai. Mais vous faites plein de choses, ça j'ai dit, et à côté de la radio, il y a l'émission The Great Songwriters. Oui. Très bon nom, déjà. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est? Parce que c'est aussi un rapport à la musique, et qu'est-ce que c'est par rapport à la story? Oui. Qu'est-ce que c'est cette émission? Mais donc, on m'a demandé, chez Pixplus, donc, chez Proximus, d'aller présenter cette émission, donc plutôt de l'encadrer, parce qu'il s'agit d'une série d'émissions de Channel 4, qui est donc une chaîne privée, britannique, qui est allée à la rencontre pendant des années de tous les plus grands auteurs, compositeurs des années 60, 70, 80, jusqu'aux années,
jusqu'aux années 2000. Donc ça va de Barry Gibb des Bee Gees jusqu'à Emily Sandé. Donc on a vraiment un très large spectre, même si majoritairement c'est rock. Moi, l'épisode qui m'intéresse le plus, c'est Emily Sandé. Oui, voilà. Donc ici, dans la nouvelle saison, Oui. dans la 3e saison. Et donc moi, je suis venu pour, comme c'est une interview d'une demi-heure qui était d'un bloc, réalisée par un Britannique, qui était pas vraiment, on sentait que c'était pas vraiment son truc en fait. Il posait de très bonnes questions, mais il faut capter l'attention du téléspectateur. Et donc, moi, je suis là pour remettre tout dans le contexte. Et donc, on a enregistré ça en studio ICP, pour remettre l'artiste dans le contexte, à l'intérieur même de l'émission, et raconter son histoire et amener parfois les anecdotes ou compléter par d'autres anecdotes qu'il n'a pas racontées. Mais tout est en effet essentiellement axé sur la manière dont ils ont écrit les chansons qu'on connaît tous en fait. C'est la 3e saison. C'est la 3e saison. Et en plus, ils jouent 4 titres à chaque fois. Donc, soit en acoustique, soit avec leur groupe. Donc, uniquement pour les téléspectateurs. Donc, on a eu des versions, mais juste incroyables. On a Johnny Marr des Smiths avec son groupe. On a Noel Gallagher avec son groupe aussi. Barry Gibb qui nous a fait des versions, mais invraisemblables, dont une de You Should Be Dancing qui était mais colossale, complètement réarrangée. Donc il y a vraiment de grands moments. Il y a Ryan Adams qui était chez lui dans son studio, qui était tout seul avec sa guitare, parce que depuis quelques années il fait des tournées en solo maintenant. Donc il y a vraiment de tout comme comme cas de figure. Après avoir fait 20 ans de la radio, etc., quand on propose ce projet-là, qui a encore un rapport avec la musique, est-ce que vous êtes tout aussi intéressé? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez parler de ce projet? Ben, moi, ça m'a fait très plaisir en fait qu'on me tombe dessus, donc que le directeur d'antenne de chez Pix Plus, donc David Ormans m'appelle pour me dire, parce qu'on avait fait une émission de télévision qui était passée sur RTL quelques années auparavant. Il était venu en studio, il avait enregistré mon témoignage, et moi j'ai un très gros problème, c'est que ni la RTB ni la RTL ne veulent de moi. Ils ont pas envie de voir Brise de Passe qui est... Qu'est-ce que vous leur avez fait? Mais je leur ai rien fait du tout, juste que je travaille chez Nostalgie tous les jours et que c'est une radio qui a une certaine audience et qui est concurrente. Donc on va certainement pas lui demander de venir en télévision. Donc voilà, c'est comme si je n'existais pas, parce qu'ils ont peur peut-être que tout le monde se dise ah tiens, et que tout le monde aille écouter Nostalgie encore en plus. Je ne sais pas, c'est très particulier parce que je pense que tout le monde sait que Radio Nostalgie existe et que si des gens écoutent Belle RTL ou La Première, c'est parce qu'ils ont choisi cette radio, c'est pas parce qu'ils ignorent que les autres existent. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc moi, ça m'a fait plaisir parce que tout ce que j'ai fait jusque maintenant, ça n'était jamais que d'écriture. Ça a beau être de la radio, c'est de l'écriture. C'est une histoire où chaque mot est compté, donc c'est de l'écriture, même si c'est de l'écriture orale. L'avantage de pouvoir faire de la télévision, c'est de pouvoir raconter par l'image. C'est fabuleux. Quand on a pendant autant d'années suscité les images et que là on se dit « Waouh, cette image-là, je vais la reprendre et je vais compléter ». Pouvoir raconter autre chose qui complète par du texte, c'est vraiment fabuleux. Et c'est comme ça que j'ai réalisé, il y a eu plus d'une dizaine d'années, une série de reportages pour Skynet, c'était déjà Proximus. Donc c'était une coproduction entre Nostalgie, ça s'appelait Sur les traces d'eux. Donc il y a eu Sur les traces de Freddie Mercury, des Rolling Stones, de Claude François, de Bob Marley. Donc on était vraiment allé sur les lieux de vie de ces artistes, et ce qui était fabuleux aussi, c'était de montrer ce que c'était devenu. Donc on avait les images d'archives et puis on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Enfin, il y a des grandes salles mythiques de concerts à Londres qui sont devenues des pizzerias aujourd'hui. Donc déjà ça c'est une anecdote, mais en même temps ça montre le temps qui a passé de retrouver des témoins d'époque, d'aller dans des écoles où ont été les artistes et de tomber sur des gens. Avec Bob Marley, c'était fabuleux parce que là en Jamaïque, et puis on tombait évidemment toujours sur des gars qui demandaient un billet de $100 pour raconter une histoire sur Bob Marley. Ils avaient tous bien connu Bob Marley. Enfin, c'est surtout d'aller dans les studios où il avait enregistré, les lieux où il avait vécu, parce qu'il y a évidemment
l'exotisme en plus, et puis ce qu'on avait perçu à l'époque de cette Jamaïque qui était lointaine et complètement étrangère, et c'était de montrer les images sur ce qu'il avait vécu. Donc c'est vraiment ça qui me plaît, c'est de pouvoir raconter par l'image. Quand on est passionné, parler d'un album et puis rien que ça, et qu'on voit la pochette de cet album en même temps, pour moi c'est fabuleux. Je peux pas faire ça à la radio. C'est vrai. Et du coup là c'est la troisième saison. Est-ce que vous avez un épisode préféré cette saison? Alors il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on a quand même la grande chance d'avoir Gary Kemp de Spandau Ballet. C'est lui qui a composé tous les hits de Spandau Ballet. Il a une histoire très particulière parce que ce sont vraiment son frère et lui, puisqu'ils étaient deux frères dans Spandau Ballet. C'est parce que c'est Spandau Ballet. On s'est habitué à dire en français ballet, mais en anglais on dit ballet. Et ils sont vraiment issus de la classe, mais vraiment très pauvre de l'Angleterre. Mais ils gardent de cette enfance une belle image parce qu'ils ont eu des parents aimants. Et c'est pas tous les jours qu'on a une histoire pareille à raconter. Ils dormaient juste à côté d'un pub dans une petite chambre et le mur était vraiment très fin. Donc le vendredi et le samedi soir, ils entendaient le piano à travers le mur. Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir l'amour de la musique. Donc ce sont de très belles histoires. Puis il y a Johnny Marr des Smiths, le groupe culte des années 80. Et aussi Richard Ashcroft, qui est donc le compositeur leader de The Verve, Bittersweet Symphony. Donc ça, c'est quand même 3 très très grands moments pas mal, de cette saison 3. Et il y a encore... C'est pas mal le casting. Mais c'est de great songwriters, il y a que des grands. Oui, c'est vrai, c'est fou de l'avoir. Et ce qui est incroyable, c'est que ça revient cette semaine. Oui. C'est ce jeudi. À partir de jeudi, et puis c'est multidiffusé tous les jours. Ceux qui sont abonnés, évidemment, peuvent regarder toute la saison en une fois sur le stream. On est en 2024, l'époque est moderne. Sinon, chaque semaine, un nouvel épisode comme ça pendant 6 ou 7 semaines. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Parce que franchement, ça me hype. J'adore les histoires sur la musique. Les histoires sur la musique et le cinéma, c'est tout ce qui me passionne. Déjà, moi, autour de moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours une anecdote sur la musique. J'ai toujours quelque chose à dire sur la musique. Donc, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je trouve ça super intéressant. Mais une question avec tout ça, beaucoup de choses déjà faites. C'est quoi qui vous anime encore, qui vous passionne encore? Il n'y avait pas de rêve à la base. Est-ce que maintenant, c'est quoi votre rêve? Alors, comme beaucoup, j'ai pas commencé à écrire, mais j'ai écrit pendant le confinement. Je me suis là retrouvé juste à mi-temps. Donc j'ai juste raconté la story, mais comme on ne pouvait plus être plus que 2 dans un studio, ce que je faisais en direct, je n'ai pas pu le faire. Donc je me suis retrouvé chez moi. Et comme j'ai toujours travaillé, j'ai toujours écrit, je me suis mis à écrire de la fiction. Et c'est vrai que j'en écris entre guillemets de plus en plus dans les stories, c'est-à-dire que j'invente les dialogues, qu'il y a des dialogues dans la story, mais qui n'ont pas vraiment eu lieu, même s'ils sont dans la logique de ce que je raconte, c'est pour que ça soit plus vivant. Et j'ai découvert que je savais écrire des dialogues, donc j'ai commencé à écrire de la fiction, donc du roman, et j'ai vraiment hâte d'avoir le temps de m'y remettre et de finir, parce que j'avais tracé 100 pages. Avec ce que je pense être vraiment une super histoire qui se passe en 1980 à New York. Et ce sont simplement des New-Yorkais, donc de base, mais qui ont cette chance folle parce que statistiquement, on a quand même beaucoup plus de chance à New York, surtout à Manhattan, d'avoir croisé des gens qui ont fait l'histoire de la musique. Et c'est vrai que c'est fou de se dire qu'en 1980, il y a forcément Billy Joel et Debbie Harry de Blondie qui y habitent. Donc, on peut les croiser. Mais il y a David Bowie qui joue au théâtre. Il y a John Lennon qui vit ses derniers instants. Il y a Freddie Mercury qui a loué un appartement et qui est là. Et il y a Woody Allen qui vient de tourner Manhattan. Tous ces gens, en fait, ont une vie et croisent des gens dont nous, d'ici, en Europe, on pense que la belle vie qu'ils doivent avoir, ils habitent aux États-Unis. J'ai un peu vécu aux États-Unis et donc je sais que c'est comme ici, les gens majoritairement ne bougent presque pas. Et dans New York, la grande majorité ne quitte quasiment jamais son quartier. Donc certains ne vont jamais à Manhattan. Donc vous brisez des rêves. Ils habitent juste de l'autre côté du fleuve. Et c'était, je trouvais intéressant de leur donner vie, de leur donner une existence, évidemment de pouvoir refaire toute la pop culture, parce qu'il y a quelque chose qui m'a passionné, moi, à l'époque, j'avais 17 ans, c'est la naissance du hip-hop. C'est fabuleux.
C'est fabuleux, tous ces premiers groupes, ces premiers rappeurs, et l'influence directe qu'ils ont sur des rockers, de Blondie, des Clash, qui nous ramenaient, les Clash qui nous ramènent cette musique-là au tout début de 1980 et qui nous jouent Sandinista et d'autres trucs comme ça, les dubs. C'était vraiment une musique très originale. Et puis le label Sugar Hill Gang, son histoire, c'est extraordinaire aussi. Il y a des tas d'artistes qu'on a oubliés, auxquels je redonne vie aussi dans ce roman, les Funky 4+1. C'était fabuleux. C'était un des groupes du label de Sugar Hill Records, complètement oublié, les gars. Pourtant, c'est des pionniers. Ah bon, Grandmaster Flash, voilà. Donc tous ces personnages, on les voit. Ils existent dans ce roman. Ils ont chacun un rôle, mais les personnages principaux, ce sont 3 personnages de fiction. Incroyable. Voilà. Et donc, faut que je m'y remette. C'est mon là, rêve. moi, on l'a vendu, donc faut qu'il existe. On a déjà un livre de vendu. Vous avez partagé plein de choses, je vous en remercie déjà. J'ai une dernière question, celle-là elle est pour moi, elle est perso. Oui. Vous avez écouté plein de musique, Oui. vous avez entendu plein d'histoires. S'il fallait garder qu'une histoire de la musique, vous Oui. garderiez laquelle une qui vous a marqué plus que les autres, on sait pas pourquoi. Une histoire, une anecdote. Alors, je vais raconter la première qui me vient à l'esprit, puisqu'on a parlé de lui tout à l'heure et sa trilogie berlinoise, c'est David Bowie. Alors, entre parenthèses, quand on dit la trilogie berlinoise, c'est faux, c'est archi faux. Il a enregistré 1 album et demi à Berlin. La première moitié du premier Low, il l'avait faite en France, au château d'Hérouville, en banlieue parisienne, avec Iggy Pop. Il avait débarqué là en France, et c'est là qu'il a capté ce qui se passait en Allemagne avec des groupes comme Kraftwerk, et qui s'est retrouvé à Berlin, dans une ville qui était évidemment coupée en deux, qui était encerclée par les soviétiques, qui était glauque, qui n'avait pas été complètement reconstruite. Enfin, c'était juste horrible, mais c'était différent, le Berlin de l'époque. Et il arrive dans ce studio où il va donc enregistrer Heroes. Et donc Heroes, ce sont des personnages, ce sont ces jeunes qui se sont fait abattre par les Vopos en voulant traverser le rideau de fer qui était à Berlin. Donc c'est vraiment une inspiration de ce qu'il vit quand il est à Berlin, mais surtout, il y a une grande tenture épaisse qui est là évidemment pour le son, parce qu'il y a une vitre de l'autre côté qui est tirée. Et David Bowie ouvre cette tenture. Et qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Il voit le mur de Berlin, qui était quelque chose d'horrible. C'était pas un simple mur. Avec les années, pour être sûr qu'il soit infranchissable, ils avaient mis des barbelés, et surtout des tours avec des nids de mitrailleuses. Et que voit-il dans le nid de mitrailleuse? Un soldat qui le regarde avec des jumelles. Et là, vraiment, on a la rencontre entre ce qui était tout à fait improbable, c'est un personnage du show business, un chanteur, un rocker, donc quelqu'un qui n'est pas destiné à marquer l'histoire, pour nous à l'époque, en 1977, qui se retrouve face à cette histoire. Parce que pour nous, le mur de Berlin, on était nés avec, ceux qui sont nés au début des années 60 comme moi, et on pensait qu'il serait toujours là, que ce truc horrible on n'imaginait pas qu'en 1900, on n'en revenait pas quand il est tombé par terre. On s'est dit, là, c'est pas possible, ça va revenir en arrière, ça ne peut pas ne plus exister. Et on a ce face-à-face entre ce chanteur rock qui menait quand même une vie très dissolue. C'était pas le genre de gars qu'on prenait au sérieux, et qui est face à un des moments les plus dramatiques et pesants, et qui aujourd'hui avec Poutine résonne encore en écho près de 50 ans après. Oui, je ne garderai que cette histoire alors. Incroyable. Moi, c'était ma petite question pour moi. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Mais c'est un grand plaisir, franchement. Donc, pour retrouver sur Nostalgie, sur Pix, ce jeudi, ça revient de Bruce Songwriters, une super émission. Moi, en tout cas, je la regarderai. En plus, il y a des images, j'adore ça. Donc, mais je vous remercie pour votre temps. C'était super. Prenez soin de vous et prenez soin de vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Legendary.